L'homme est capable de construire des réacteurs à fusion nucléaire depuis 1958. Alors, pourquoi, plus de 75 ans plus tard, n'y a-t-il pas de réacteurs de fusion capables d'alimenter le réseau électrique? L'un des principaux problèmes de la fusion nucléaire est son efficacité. En effet, il faut plus d'énergie pour faire fonctionner un réacteur de fusion nucléaire que celle obtenue par la réaction de fusion. Cependant, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, en collaboration avec le CFS et des financiers privés, utilise une nouvelle technologie basée sur les superconducteurs à haute température et promet des réacteurs de fusion qui alimenteront le réseau électrique dès 2030. Aujourd'hui, nous découvrons de quoi il s'agit. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. En 1997, le prototype de réacteur de fusion nucléaire JET a atteint un facteur Q égal à 0,7. Qu'est-ce que cela signifie? Que la réaction de fusion a permis d'obtenir 60% de l'énergie qui avait été injectée dans le réacteur pour le démarrer et le maintenir en fonctionnement. C'est actuellement le record du monde, un facteur de 0,7. C'est là que réside un faux mythe de la fusion nucléaire. Si l'on considère aussi l'énergie utilisée pour faire fonctionner le reste du réacteur JET, le facteur tombe à 0,02. En d'autres termes, la réaction n'a fourni que 2% de l'énergie utilisée pour faire fonctionner l'ensemble du prototype. Vous comprenez que le rêve de toute personne travaillant dans le domaine de la fusion est de dépasser un facteur Q égal à 1, c'est-à-dire que je mets de l'énergie et que j'en obtiens davantage du réacteur. Quel est le principal problème? Les réactions de fusion se produisent à des températures très élevées. Par exemple, la température optimale pour la réaction de fusion de deutérium-tritium est d'environ 150 millions de degrés Kelvin. À cette température, le combustible est à l'état de plasma. Et en raison de la température élevée, le plasma doit être isolé des parois du réacteur, ce qui nécessite l'utilisation d'aimants très puissants. Pour créer ces aimants très puissants, il faut utiliser des courants très intenses qui créent ces aimants par induction électromagnétique. Mais des courants très forts signifient aussi une très forte dispersion d'énergie. Par exemple, si je fais passer du courant dans un fil, ce fil devient chaud. S'il chauffe, c'est parce qu'il y a une dispersion thermique d'énergie. Je mets donc de l'énergie, mais le rendement est très faible. Une partie de l'énergie que je mets s'échappe sous forme de chaleur. Une autre partie de l'énergie de la fusion est perdue dans le processus de conversion de l'énergie en électricité, et ainsi de suite. Il existe plusieurs facteurs de perte d'énergie qui rendent le processus inefficace. C'est là le principal problème. Et c'est là qu'intervient la grande découverte du MIT. Comprenons d'abord comment un champ magnétique isole un plasma à 150 millions de degrés. Considérons un réacteur tokamak dont la chambre centrale a une forme toroïdale, comme un gros beignet par exemple. Comment un champ magnétique peut-il empêcher le plasma de toucher les parois extérieures de la cavité toroïdale? Imaginons un noyau de deutérium chargé positivement se déplaçant dans le plasma. En l'absence de champ magnétique, il se déplace en ligne droite, sans être perturbé, vers les hautes par exemple. La particule continue à monter jusqu'à ce qu'elle sorte de la cavité. Activons maintenant le champ magnétique, les lignes de champ étant disposées horizontalement et orientées vers la gauche, ma gauche. Pour prédire comment la particule chargée se déplacera dans le champ, il faut utiliser la règle dite de la main droite. Placez le pouce de la main droite dans la direction dans laquelle la particule se déplace, c'est-à-dire vers le haut, et l'index dans la direction du champ, c'est-à-dire vers la gauche, vers ma gauche dans ce cas. Enfin, placez votre majeur à 90 degrés du pouce et de l'index, comme ça. Le majeur pointera vers vous et, dans le cas d'une particule chargée positivement, indiquera la direction de la force imprimée à la particule par le champ. Le résultat de cette force est que la particule se déplace dans un cercle.
Cependant, cela ne correspond pas au cas général. En effet, si la particule se déplace initialement en diagonale, le champ magnétique la forcera à se déplacer le long d'une spirale autour de lignes de champ. Comme vous le voyez, lorsque le champ est activé, la particule ne peut plus s'échapper dans le sens vertical. Mais nous ne voulons pas que la particule quitte la chambre vide. Comment l'empêcher de s'échapper dans le sens horizontal? L'astuce consiste à courber les lignes de champ et à les fermer pour former un cercle, de sorte que la particule, en tournant autour des lignes de champ, suive une trajectoire fermée, comme si elle se déplaçait sur la surface d'un beignet. On dit alors que la particule est confinée, car elle ne peut pas s'éloigner. Dans la chambre à vide d'un tokamak, la situation est bien plus complexe que celle décrite par ce modèle simplifié. Et il a été démontré que pour maintenir le plasma confiné, il faut combiner des champs magnétiques de géométries différentes. Le fait global est que les particules du plasma suivent des trajectoires tordues autour de la forme du beignet. On peut, comme les bandes bleues, blanches et rouges du bâton rotatif typique d'un barbier. Lorsque ITER sera opérationnel, par exemple, la chambre à vide contiendra à tout moment moins d'1 gramme de deutérium et de tritium. Il s'agit d'un système conçu pour fonctionner par impulsion. Le combustible est chargé, la fusion a lieu, le combustible usé est extrait et l'opération se répète. Même si les premières réactions de fusion ne dureront que 5 minutes, nous espérons comprendre de mieux en mieux comment apprivoiser le plasma et atteindre des cycles d'une cinquantaine de minutes vers la fin de la vie de ITER. ITER utilise des métaux supraconducteurs pour créer ces champs magnétiques intenses qui peuvent atteindre 12 Tesla. Songez que le champ magnétique terrestre a une valeur comprise entre 25 et 65 microtesla, soit des millionièmes de Tesla. Les supraconducteurs de ITER fonctionnent à moins 269 degrés Celsius. En revanche, le MIT a démontré en 2021 que les supraconducteurs de nouvelle génération, appelés supraconducteurs à haute température, peuvent être utilisés pour générer des champs magnétiques de confinement ayant jusqu'à 20 Tesla. Et l'on pense que cela pourrait même aller jusqu'à 30 Tesla dans les prochaines années. Pourquoi est-il si important de pouvoir générer des champs magnétiques plus intenses? Il s'avère que la puissance dégagée par un réacteur tokamak augmente avec la 4e puissance du champ magnétique de confinement. Par exemple, si l'on parvenait à créer pour ITER un champ magnétique 2 fois plus intense, la puissance thermique du réacteur serait multipliée par 16. C'est pourquoi le MIT a vu dans ces nouveaux matériaux une opportunité de construire des tokamaks beaucoup plus efficaces qui libèrent plus d'énergie par unité de volume de plasma. Voici quelques chiffres concernant le prototype Spark en cours de développement. Sa chambre à vide aura un volume 65 fois inférieur à celle d'ITER et malgré cela produira 1/10 de la puissance du projet international. Cela signifie qu'il produira 6,5 fois plus de puissance par unité de volume qu'ITER. En raison de leur petit volume, ces prototypes sont appelés mini-réacteurs. Comment sont fabriqués les aimants de Spark et Arc? Au lieu d'utiliser une section circulaire comme pour ITER, le MIT CFS a opté pour une construction en ruban supraconducteur. Pour utiliser une analogie culinaire, les supraconducteurs d'ITER ont la forme de spaghetti, tandis que ceux de Spark et Arc ont la forme de fettuccine, qui sont larges et plates et peuvent facilement être enroulées les unes autour des autres pour former une structure compacte. Chaque ruban individuel peut transporter environ 5000 A de courant et se compose de plusieurs couches. Une couche centrale d'1 millionième de mètre d'épaisseur de matériaux supraconducteurs, HTS, haute température, prise en sandwich par des couches de cuivre, d'argent et d'alliage métallique. L'épaisseur totale du ruban est de 0,1 mm et sa largeur peut atteindre 12 mm. L'assemblage de plusieurs couches de différents matériaux confère au ruban
une grande résistance mécanique. Les supraconducteurs sont donc utilisés aussi bien dans le projet ITER que dans les miniatures du MIT CFS, mais ces dernières créent des courants et des champs plus intenses. Mais comment fonctionne un supraconducteur? Imaginez que vous preniez une de ces vieilles ampoules électriques dans lesquelles un filament de tungstène est traversé par un courant électrique qui fait briller le fil. Le courant électrique est constitué d'électrons qui sont libres de se déplacer le long du réseau cristallin des atomes du métal. En effet, chaque atome de tungstène est constitué d'un noyau central chargé positivement et d'un grand nombre d'électrons, dont certains sont très liés au noyau et d'autres moins. Ces derniers peuvent facilement s'éloigner du noyau et se déplacer librement le long du fil métallique s'ils sont poussés par le champ électrique d'une pile. Au cours de leur déplacement, ces électrons peuvent entrer en collision avec les atomes du réseau, leur donner de l'énergie et chauffer le fil, qui à son tour chauffe l'air qui l'entoure et le verre de l'ampoule, jusqu'à ce qu'il devienne rouge. En fait, on fait d'ailleurs attention à ne pas toucher une ampoule à filament lorsqu'elle est allumée. Le courant électrique dissipe de l'énergie, c'est-à-dire que toute l'énergie de la pile n'est pas utilisée pour faire passer le courant, car une partie est convertie en énergie thermique qui est transférée à l'environnement. Dans un supraconducteur, en revanche, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Pourquoi? Dans un supraconducteur, ce ne sont pas des électrons isolés qui conduisent le courant, mais des paires d'électrons qui s'assemblent pour former ce que l'on appelle des paires de Cooper, du nom de l'un des trois physiciens qui ont découvert le mécanisme de la supraconduction, Bardeen, Cooper et Schrieffer. Comprenons d'abord pourquoi ces paires de Cooper se forment et voyons ensuite pourquoi elles donnent lieu au phénomène de supraconduction. Le fait que deux électrons soient liés l'un à l'autre signifie qu'il y a un échange d'informations entre eux. Il en va de même entre les personnes. Si nous rencontrons une nouvelle personne et que nous lui parlons, nous échangeons des informations. Même une simple tape dans le dos implique un échange d'informations, transmettant des émotions à la personne qui la reçoit. Par un simple regard, nous pouvons recevoir des informations de l'autre personne. Un regard peut par exemple transmettre un message d'approbation et de complicité ou imposer une distance entre deux personnes, et ainsi de suite. Bref, un lieu entre deux personnes se construit par l'échange d'informations. Et inversement, sans cet échange, il n'y aurait pas de lien. Il serait impossible d'établir un lien avec quelqu'un dont on ne sait rien, même indirectement. Il en va de même au niveau microscopique. Par exemple, deux particules à des charges électriques opposées s'attirent par l'échange des photons. Selon la théorie de l'électrodynamique quantique, ou QED, de son acronyme anglais, les photons sont en fait les particules médiatrices de l'interaction électromagnétique. Le même principe s'applique à d'autres forces fondamentales. Les quarks d'un noyau, par exemple, sont liés par la force nucléaire forte, médiée par les gluons échangés par les quarks. De même, deux électrons dans un supraconducteur peuvent former une paire de Cooper grâce à l'échange de phonons, c'est-à-dire de vibrations dans les réseaux des atomes du métal. Un électron peut en effet interagir avec le réseau, lui donner de l'énergie et le mettre en vibration. Un phonon est ainsi formé, qui peut être absorbé par un second électron, même s'il se trouve à quelques atomes du premier. Au total, les deux électrons ont échangé des informations et une interaction attractive s'est établie. Une paire de Cooper s'est formée. La particularité de ces paires de Cooper est que, alors que les électrons sont un type de particules appelées fermions et qu'ils obéissent à certaines lois quantiques, chaque paire de Cooper se comporte comme une particule unique appelée boson, qui obéit à d'autres lois quantiques. Dans le modèle standard, toutes les particules qui composent la matière appartiennent à la famille des fermions, tandis que les particules qui véhiculent les forces fondamentales et le boson de Higgs sont des bosons. Les fermions obéissent au principe d'exclusion de Pauli, qui interdit aux deux fermions d'occuper le même état quantique. Ainsi, par exemple, les électrons d'un atome ne peuvent pas tous occuper le niveau d'énergie le plus bas. Au lieu de cela, ils sont disposés sur différents niveaux,
comme s'il s'agissait de livres rangés sur différentes étagères. Certains électrons sont très proches du noyau de l'atome, d'autres en sont plus éloignés. Une conséquence notable de ce comportement est que plus les électrons sont éloignés du noyau atomique, plus la liaison avec celui-ci est faible. Dans le cas des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène de notre corps, par exemple, cela signifie que les électrons faiblement liés peuvent être partagés par des noyaux voisins, formant ainsi des molécules et des structures complexes typiques de la vie, telles que l'ADN ou les protéines. Nous sommes donc également vivants grâce à la règle quantique qui empêche les fermions de se condenser tous dans l'état d'énergie le plus bas. Pour en revenir aux supraconducteurs, une fois qu'ils sont refroidis, les électrons moins liés au noyau forment des paires de Cooper qui sont libres de se déplacer le long du métal. Ces paires de Cooper sont des bosons qui, contrairement aux fermions, peuvent tous se condenser dans le même état à une énergie inférieure. Le prochain niveau d'énergie disponible se situe à une énergie assez élevée, ce qui fait du courant un supercourant, car à des températures aussi basses, il n'y a pas assez d'énergie pour transporter une paire de Cooper jusqu'à un niveau d'énergie suivant. Comme elles ne peuvent pas passer à un autre niveau, les paires restent intactes dans l'état inférieur et le courant circule sans dispersion. Ainsi, les mini-réacteurs du MIT utilisent des supraconducteurs plus efficaces qui conduisent des courants plus intenses et créent des champs magnétiques plus intenses, augmentant ainsi l'efficacité du réacteur. L'objectif est de dépasser le facteur Q de 1 et d'obtenir plus d'énergie de la fusion que le réacteur n'en consomme. Quels sont les avantages d'un mini-réacteur par rapport à un projet gigantesque comme ITER ou DEMO? Tout d'abord, la construction de mini-réacteurs tokamak permettra de décentraliser la production d'énergie. Imaginez un ensemble de petites villes dans une région où il n'est pas possible de s'appuyer sur des sources d'énergie verte comme le solaire ou l'éolien. La construction d'un mini-réacteur de 300 MW pourrait fournir l'énergie nécessaire à l'ensemble de la population au lieu de devoir transporter de l'électricité à partir de réacteurs de plusieurs gigawatts comme DEMO. De plus, un petit réacteur permet de fabriquer les différents composants, de les envoyer séparément sur le site de construction et d'assembler les réacteurs sur place. Cela n'est pas possible avec les grands réacteurs, qui nécessitent que le site de construction du réacteur soit également le lieu de fabrication de la plupart des composants. La petite taille offre également la possibilité de remplacer plus facilement un composant en cas de rupture ou de dysfonctionnement. Enfin, le coût par mégawatt produit est nettement inférieur, car il produit plus d'énergie par unité de volume en raison de champs magnétiques plus intenses. Cependant, les tokamaks de la taille d'ITER et les mini-réacteurs ARC ont également de nombreux points communs. Effectivement, ces mini-réacteurs héritent de toutes les connaissances acquises sur le site d'ITER. Tous deux, par exemple, fusionnent du deutérium et du tritium, ce qui les oblige à se confronter à des questions brûlantes, telles que les déchets radioactifs produits par les neutrons issus de la fusion et l'approvisionnement en tritium qui est rare sur la planète Terre. Nous parlons de ces points importants dans un autre épisode. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le temps qui est intimement lié à la gravité et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous parce qu'il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures schémas dessinées par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec un nouvel épisode.